This meeting is being recorded. Allez, bienvenue sur ce premier temps du stage national de rentrée. Vous savez qu'il y a un premier temps en visio qui vous donne le schéma général des informations fédérales, régionales sur ce premier temps, cette première matinée. Et puis, nous nous retrouverons dans un deuxième temps sur les SNR positionnés le 8 octobre à Narbonne et le 9 octobre à Toulouse. Ça faisait plusieurs années que nous faisions des SNR, 4 SNR par zone, un SNR par zone, par contre 4 SNR. Et cette année, on a regroupé donc sur 2 temps. Après la période Covid, c'est important qu'on puisse se retrouver un peu plus. Et voilà, peut-être l'année prochaine, d'ailleurs, on fera un SNR commun sur l'ensemble de la liste de sécurité. Sur ce premier temps, n'hésitez pas, comme l'évoquait Arnaud, à soit vouloir prendre la main et l'indiquer, soit faire des petits commentaires dans le fil sur le côté. J'espère que vous avez passé donc un bel été. Il y a eu une activité assez riche sur l'Occitanie pour donner quelques éléments d'information. Nous avons eu le plaisir d'accueillir les équipes de France masculines et féminines sur Montpellier, sur Toulouse cet été. Le CRK, la commission Kendo, a organisé son stage international également sur Montpellier. À noter une très belle et forte mobilisation des vétérans. Je tiens d'ailleurs à saluer cette dynamique-là dans les clubs. Donc, ça a amené le championnat du monde qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, il y a un beau travail des vétérans. Et d'ailleurs, je tiens à remercier et à saluer les clubs qui ont, des vétérans ou pas d'ailleurs, mais qui ont pu garder les entraînements cet été. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'échanges sur les réseaux sociaux, des clubs qui ont proposé à d'autres structures de venir s'entraîner chez eux. Donc, merci à eux qui ont pu le faire d'accueillir du monde. Et puis, je tiens quand même à souligner les résultats. Il y a eu en individuel, donc, notamment au championnat du monde junior, Didier Nasser, qui fait 3e par équipe au junior, du Judo Club 11, de l'Aude, de Emma Mélis et Thomas Puchy, de Montpellier Judo, du 34, qui ont fait championnat du monde par équipe et 5e en individuel. Et puis, tout dernièrement, au championnat du monde kata, il y avait un binôme Bigard qui était présent, qui était 5e, et des vice-champions du monde, Stéphane Béga et Grégory Marquez, qui sont donc vice-champions du monde kata. Entre autres, dans des résultats, il y a eu également beaucoup de tâches différentes, je ne vais pas tous les citer. En tout cas, bonne rentrée dans tous vos clubs. Voilà, j'espère qu'après les épisodes Covid, on va pouvoir avoir une année vraiment complète. Voilà, vous savez que le développement des licences des clubs est une priorité de la Ligue et de la Fédération. Donc, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle saison. Et comme vous voyez ici, nous avons les membres, certains membres du conseil d'administration, que je remercie. On va continuer après la journée sur un temps de travail. Donc, je remercie pour le travail qu'ils font dans leur comité et pour la Ligue au quotidien. Voilà, je redonne la main à Arnaud pour la suite du déroulé. Merci à toutes et à tous. Bon, oui, merci Franck. Donc, je vais continuer. Donc, rappel pour les dernières arrivées, renommez bien votre nom, prénom avec votre club pour qu'on puisse voilà, faire la liste des présents. Pensez à couper votre micro quand vous n'intervenez pas.
Et si vous souhaitez prendre la parole en posant une question, vous avez un petit icône pour demander la parole en levant la main. Nous avons des collègues là qui surveilleront et vous pouvez aussi poser des questions via le fil de discussion. Donc, le scénario, il y a un diaporama qu'on va vous diffuser avec Louis et Giuseppe et Marc. On vous commentera et au fur et à mesure, n'hésitez pas à intervenir s'il y a besoin. Tous les documents, on vous les mettra à disposition après sur le site internet de la Ligue suite au stage de rentrée début de semaine. Donc, ensuite, nous avons Alexandra Soriano qui représente le conseil d'administration fédéral. Alors, Alexandra, je crois que tu es arrivée, mais je ne te vois pas sur l'écran. Si tu veux intervenir, Alexandra. Est-ce que quelqu'un a vu Alexandra? J'ai vu se connecter tout à l'heure. Non? Bon, alors, je pense que quand elle reviendra, on lui passera la parole. En attendant, on va continuer hein, à dérouler le diaporama. Et donc, je vais passer la parole pour les premières informations. On a une vidéo courte du président de la fédération qui souhaite une bonne rentrée à tous. On va vous diffuser. Ah non, il n'y a pas de son chez nous. Hein. Je ne sais pas si les autres entendent. Personne n'a le son. Alors, excusez-moi, je pensais que le son marchait, donc on va revenir sur le diaporama le temps que je résolve le problème et on reviendra sur la vidéo par la suite. Il y a un petit problème. Donc, on va passer à la suite. Louis et Marc, je vais vous laisser prendre la parole sur les aspects de la formation avec le diaporama de la fédération. Louis, il faut activer le son. Louis. Bonjour à vous tous. On interviendra avec Marc sur les différents aspects techniques et pédagogiques. Alors, ce sont des informations très descendantes, hein, donc on fera quand même des petites pauses pour que vous puissiez poser vos questions. Et il y a quand même beaucoup d'informations qu'on nous demande de passer. Voilà, je passe la main à Marc pour l'information formation. Arnaud, si tu peux faire défiler. Bien, donc il y a différents éléments sur la formation, notamment donc, le premier temps, un temps important sur la lutte contre les violences, hein, avec un module en FOAD. Donc la fédération vient de faire le choix de fonctionner avec un nouveau mode de fonctionnement qui est en lien avec 360, hein, la plateforme 360, et le module va se mettre en place par rapport aux violences. Hein. C'est une priorité nationale, hein, donc vous le voyez dans le commentaire qui est mentionné là. Et donc, vous avez les éléments par rapport au fichier qui vous permet d'aller sur les éléments, notamment pour les OPCO par rapport à différents éléments quand vous allez vouloir aller sur les formules de formation, de manière à pouvoir être sûr que vous puissiez accéder sans souci. Voilà. L'obligation, c'est bien sûr d'être sur les diplômes, avec notamment aussi les enseignants qui sont en formation. On enchaîne. Donc, le module Taiso avec les modalités qui ont un peu évolué par rapport aux fondamentaux de Taiso. Hein. Donc, pareil, là, c'est dynamisé par la Dojo Academy. Hein. Ce stage, il est animé par Arthur Clerget, hein, que vous connaissez tous, bien sûr, hein, qui est spécialisé dans la psychomotricité et le renversement musculaire. Et donc, une belle dynamique qui se met en place au travers de ça. Vous avez les dates en dessous, en bas, hein, sur cette diapo. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, le diaporama, il sera possible
de vous le transmettre, hein, donc vous aurez bien toutes ces informations. On enchaîne. Voilà, nouveau module sur judo et marketing. Donc là, les informations ont déjà dû vous arriver, hein, vous avez dû les voir arriver, pour fidéliser la communauté en tenant compte des priorités, hein, des satisfactions, savoir un petit peu comment on se rapproche des adhérents pour pouvoir bien cibler les éléments, et donc une nouvelle dynamique aussi dans ce domaine-là, bien sûr avec une inscription toujours sur la Dojo Academy pour tous les enseignants. On enchaîne. Les formations BPGEPS avec la dynamique qui existe toujours et avec des cours à distance. Donc là, de la même manière, hein, le premier module lutte et violence, lutte sur les violences, les modules vont passer à distance par rapport à ce projet. Il y aura quand même, dans un premier temps, la nécessité de récupérer tout ce qu'on avait sur la plateforme qui était basée à l'INSEP, hein, et on va dynamiser sur 360. Les formations sur 360 se mettent aussi également. Et donc, le contact pour l'instant par rapport à ces éléments-là de formation à distance, c'est Virginia Maté, comme vous pouvez le voir sur le service formation. Voilà. Une évolution sur le fonctionnement de la bourse fédérale avec une nouvelle procédure, hein, et notamment une participation de 30% demandée par rapport à ce qui se faisait avant. Vous savez qu'avant, c'était possible de demander une fois la bourse pour être sur des stages nationaux sans rien avoir à payer. Donc là, maintenant, il y a une petite évolution par rapport à ça. Et l'idée, c'est bien de pouvoir pérenniser les inscriptions de formation, bien sûr, et de financer des nouveaux modules aussi par rapport à ça, et de mieux rémunérer les formateurs qui interviennent. Le contact, c'est toujours Virginia Maté au niveau du service formation. Voilà, projet d'excellence territoriale. Hein. Donc là, les explications du pourquoi d'un projet d'excellence avec les différents objectifs, les actions proposées, hein, par rapport aux experts, par rapport aux éléments, donc les stages de formation. Faut remettre Oui. votre son, Marc. Louis, tu as c'est bon. Je me permets d'intervenir. Pensez à couper les sons, s'il vous plaît, des micros, parce que sinon, il y a beaucoup de bruit parasite. Merci. Vas-y, Louis et Marc. Ouais, notre son est activé, nous. Donc voilà, donc démarrage dès septembre. Hein, vous avez dû voir les premières informations concernant ces éléments-là. N'hésitez pas à vous rapprocher dès que vous avez besoin d'informations, de manière à ce que cette dynamique se mette en place et que le projet Excellence soit bien compris de tous. On enchaîne. Voilà. Un travail sur le nouveau guide du dirigeant. Donc là, pareil, avec les explications de pourquoi un nouveau guide du dirigeant et quels vont être les axes qui vont être développés. Hein. Et bien sûr, avec un format numérique qui permettrait donc d'accéder à partir du site fédéral. Vous voyez les différents éléments qui sont cherchés à être développés. Voilà, et bien sûr, pour tout contact, hein, toujours le lien avec le service formation fsjudo.com. Merci Marc. Deuxième communication de la fédération sur le secteur communication. Juste pour vous rappeler que le secteur communication met à disposition beaucoup d'outils maintenant qui sont à disposition des clubs et des OTD sur une plateforme, hein, c'est disponible sur l'extranet, avec notamment beaucoup de photos libres de droit, de photos que vous pouvez utiliser pour la communication de vos clubs. Donc, il ne faut pas hésiter à aller se servir dans cette médiathèque et ces supports qui sont pour vous, pour les clubs, et qui permettent de ne pas avoir notamment de problème, parce qu'on vous rappelle, hein, qu'utiliser une photo qui n'est pas libre de droit, vous pouvez recevoir une amende. Et donc, vous avez un contact fédéral qui est Alan Godefroy, service communication, et n'oubliez pas non plus qu'on a au sein de la Ligue Occitanie, Manon Baquier qui est chargée de communication et marketing et qui est là aussi pour vous accompagner dans ces démarches. Troisième information sur les grades. Donc Louis et Marc, pour activer votre son. Oui, merci Arnaud. Donc, deux temps, des modifications réglementaires générales que nous demande la France Judo, la Fédération et la CSDGE. Et on viendra dans le deuxième temps sur les informations territoriales, comment on a organisé ce dispositif. Donc, les kata, nouveauté, en cas d'échec, on garde le bénéfice. Et pour du kata réussi, bien sûr, et pour le 7e dan de l'Anglitudinal kata qui devient imposé dans l'épreuve d'examen.
Bon, un petit sur les premiers dan, hein, notamment Simplement de ne pas communiquer. sur l'épreuve de l'UV2, les démonstrations se feront en déplacement. Et également sur le moment de réflexion avec les fiches. Donc, on n'est plus sur un temps qui est libre, mais bien sûr qui est immédiat avec une réponse après le tirage au sort des fiches techniques. Voilà en gros ce qui a changé. Également, quelque chose d'important sur l'UV4, hein, donc c'est l'environnement hein, qui repasse, notamment pour les premiers et deuxièmes dan, sous la responsabilité des comités départementaux. Donc là, il faudra se rapprocher de votre comité pour pouvoir obtenir, pour que vos élèves puissent obtenir l'UV4 environnement, qui n'est plus maintenant décerné par l'enseignant. Donc à partir de septembre, hein, tous ceux qui n'ont pas validé l'UV4 antérieurement devront le présenter. Donc à moins qu'il soit validé qu'il reste bien sur le passeport. Voilà, il y a toujours les équivalences pour les commissaires et les arbitres. Pour le 3e et 4e dan, l'épreuve se déroule comme maintenant, comme jusqu'à présent, sur les passages de grade régionaux. Tu peux passer les grades exceptionnels. Donc il y a toujours, bon, c'était inchangé, hein, il y a toujours une demande de participation. Donc ça, j'y reviendrai sur l'organisation spécifique des enseignants, j'y reviendrai plus tard, donc sur les informations territoriales et sur les juges de haut niveau. Donc il est demandé une contribution. Merci. Merci Louis. On enchaîne avec le système de notification 2020-2024. Oui, je vais enchaîner. Donc, globalement, on voit comment c'est organisé au niveau national avec les prérogatives. Et ensuite, dans le deuxième temps, on verra comment on a organisé ça sur le plan territorial. Donc, un exemple sur les premières divisions. Hein. Vas-y, diapo suivante. Alors, ce qui est important, c'est que là, on parle de ranking list. Les 10 premiers de la ranking list seront qualifiés directement pour le championnat de France première division senior. Il faut faire attention, si le judoka s'engage sur l'échelon régional, c'est-à-dire s'il participe au championnat de l'Occitanie, eh bien, il peut voir sa qualification remise en compte. Donc, attention sur cet aspect-là. Suivant. Donc là, il y a beaucoup de possibilités de qualification. Hein, vous avez le podium des deuxièmes divisions, les qualifications par les régions, c'est un par ligue, etc. Les podiums des juniors. Bon, et par déclinaison, pour les juniors et cadets, il y a un peu moins de possibilités, mais on est toujours sur ce principe-là. La ranking list, la qualification par les ligues et ensuite quelques qualifications en fonction des résultats, mais c'est bien codifié. Si on n'est pas dans ces critères-là, on ne peut pas être qualifié, sauf demande de qualification exceptionnelle, mais c'est très rare d'être pris en compte. Mais on peut toujours demander, bien sûr, et on fait suivre au niveau de la direction du haut niveau. Suivant, ça ne concerne pas. Diapo suivante. Alors, un petit rappel sur la ranking list. Hein. Pour marquer des points, il faut obligatoirement faire un combat. Si vous êtes tout seul dans une catégorie, vous ne marquez pas de points, hein, notamment sur les tournois. Hein. On prend en compte les 4 meilleurs résultats de la saison en cours, ainsi que les 4 meilleurs résultats de la saison passée, mais à hauteur de 50%. Voilà, et le total de ces 8 résultats donne le classement de la ranking list. Vous êtes dans les 10 premiers, vous rentrez. Si vous êtes 10e ex-aequo, tous les ex-aequo rentreront. Voilà, il n'y aura pas de calcul. S'il y a une absence, pas de remplacement. Voilà, vous avez les critères, les points attribués. Petite modification sur les tournois A, label A, qui donneront moins de points, 60 points par rapport à un tournoi excellent, 120 points. Et ensuite, on est sur l'European Cup, etc., etc.
Bon, on ne va pas décliner toutes les catégories d'âge, c'est pratiquement la même chose. Simplement vous dire que pour les juniors et les cadets, c'est sensiblement la même chose. Que pour les cadets aussi, il y a une demande de participation. Ça, c'est un souhait de la direction du haut niveau et de la performance. C'est d'aller vers les compétitions internationales sur les European Cup, bon, et qui donnent effectivement beaucoup de points. Et on a des judokas, notamment notre président vous a parlé de Mélisse Emma, hein, qui a participé au Festival olympique de la jeunesse, qui a terminé 3e et 5e au championnat du monde, et qui a vraiment gagné sa qualification grâce notamment à la ranking list et aux participations sur les European Cup. À titre privé, hein, bien sûr. Voilà, un petit mot aussi sur les bonus. C'est nouveau. On a des bonus attribués en fonction des résultats de l'année dernière. Donc, c'est vrai qu'on a eu de très bons résultats l'année dernière en Occitanie. Donc, on aura des podiums, des bonus pour les cadets et pour les juniors. Ça sera certainement 2 pour les cadets et les juniors, mais ça, on va dire que c'est pas redistribué dans le quota général, donc on rediscutera au niveau de la commission de la commission sportive comment on attribue en situation exceptionnelle d'un judoka qui a peut-être performé tout au long de l'année et qui n'a pas pu se glisser lors du contrôle de ligue, par exemple. Merci. Il y a peut-être une dernière information sur le certificat médical, ouais, qui est très importante. Alors ça, c'est la loi du sport du 2 mars 2022 qui impose le certificat médical ou les prérogatives. Donc pour les mineurs, c'est relativement imposé, et au-dessus, pour les majeurs, donc c'est laissé à l'initiative de la fédération française, enfin des fédérations. Va pas trop vite quand même, Arnaud. Donc pour cette situation, la fédération, par l'intermédiaire de sa commission médicale, a proposé et a validé donc une nouvelle procédure, notamment pour les majeurs, notamment pour les risques qu'il pouvait y avoir sans contrôle. Merci. Diapo suivante. Donc sur les mineurs, il n'y a pas de changement particulier. Donc on va laisser la règle, hein, vous la connaissez. Ce diaporama, vous avez dû l'avoir, hein, mais il sera disponible sur le site. Et pour les 18-30 ans, donc la règle change. En gros, donc le licencié devra fournir à ses 18 ans un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique du judo. Alors, c'est l'année de ses 18 ans, et ensuite, c'est pendant la période, tout. Vas-y, tu peux suivre, diapo suivante. Vous avez tous les cas concrets qui sont supposés, qui sont supposés avoir lieu. Hein. Donc, par exemple, là, vous avez un judoka qui a 28 ans, qui a déjà été licencié à la fédération, mais qui était majeur. Donc, s'il souhaite renouveler sa licence, il n'y a besoin que d'un questionnaire. Voilà. Donc, diapo suivante, c'est un peu plus complexe, c'est pour les catégories suivantes. Sur les plus de 30 ans, en fait, il faut un certificat médical obligatoire tous les 5 ans. Et c'est à l'année des 30 ans, 35 ans, 40 ans qu'il faut que ce soit mis en place, sachant que la Fédération et la Commission nationale médicale préconisent également un électrocardiogramme pour ces publics-là et considèrent à risque. Diapo suivante. Vous verrez quelques exemples, cas concrets. Voilà. Donc, vous avez 30 ans dans la saison, vous devez avoir le certificat médical. Vous avez 47 ans, c'est-à-dire que vous avez eu un certificat médical à 45 hein, pour tous les 5 ans, mais vous n'avez pas besoin de renouveler, vous renouvelez simplement par le questionnaire. Voilà. Et ensuite, il y a des cas assez particuliers. Et bon, c'est la règle, il faut l'employer, mais c'est les 2 derniers cas. Et notamment, j'ai 53 ans, j'ai été licencié à la fédération en tant que majeur il y a 20 ans, et je souhaite renouveler ma licence. Et là, on ne demande qu'un questionnaire, ce qui est un peu
peut-être illogique, mais bon, en fait, c'est la règle. Hein, et on n'est pas soumis aux 5 années. C'est les années butoirs, c'est 55 ans, donc il faudra qu'à l'année des 55 ans, renouveler. Voilà. Je me permets juste d'intervenir, Louis, sur un point. Vous ne pouvez pas, vous, en tant que club, demander l'électrocardiogramme. C'est comme quelque chose de personnel et confidentiel. Donc, c'est une recommandation fédérale, comme l'a dit Louis, mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez demander aux licenciés. Vous ne demandez pas non plus, hein, c'est la personne qui se charge de faire son certificat médical, notamment dans la prise de licence. Après, c'est le club qui va valider. Vous connaissez toutes les procédures. Alors, je ne sais pas si elles sont définies là-dessous. Je pense que oui. Pardon, les diapos. Bon, suivant. Là, on est sur le questionnaire médical. Donc, il suffit. Le principe, c'est s'il y a une case qui est cochée, à ce moment-là, il faut le certificat médical. Donc là, vous avez toutes les procédures, les rappels des procédures, c'est relativement bien fait, notamment sur l'espace, sur la prise de licence digitale. Je ne vais pas terminé. Détail, vous aurez largement le temps de le regarder. Je pense que vous êtes confrontés. S'il y a peut-être des questions, on peut peut-être répondre, puisque là, on a passé toutes les informations fédérales. S'il y a des questions, et ensuite, peut-être que si Alexandra est arrivée, je pense que je l'ai vu. Oui, Alexandra est arrivée et elle est connectée. De France Judo. Alexandra, je ne sais pas si tu nous entends, si tu veux, on avait prévu que tu puisses prendre la parole au départ. Si tu veux prendre la parole maintenant ou plus tard, tu nous dis. Oui, vous m'entendez là? Oui. Oui. Bonjour à tous, désolée, j'ai eu des soucis pour me connecter tout à l'heure, ça faisait que se déconnecter. Du coup, moi, ce que je vous propose peut-être, c'est d'intervenir peut-être plus à la fin s'il y a des questions, si ça vous va. À moins que vous vouliez qu'on le fasse maintenant, mais comme Louis a bien présenté quand même toutes les infos fédérales, a pris le temps de les détailler. Voilà, moi, j'ai pas d'infos supplémentaires, hein, si ce n'est que, a priori, les premiers retours qu'on a des clubs par rapport à la rentrée, c'est plutôt positif. Hein, ça a l'air de bien repartir dans les clubs, notamment chez les enfants. Donc, j'espère que c'est le cas de tout le monde et que la rentrée se passe bien pour tout le monde. J'imagine qu'il y a pas mal d'absents parce qu'ils sont aussi sur les clubs là, à l'heure actuelle. Donc voilà, tout le diaporama, comme le disait Louis, va être envoyé. Et en plus de ça, du coup, on aura l'occasion également de se voir sur le SNR en présentiel début octobre, vu que je serai également présente pour représenter le CA. Donc voilà, des fois, c'est plus simple aussi en présentiel. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser continuer. Et s'il y a besoin, je peux intervenir et répondre aux questions. Merci Alexandra. Alors, je ne vois pas de main levée, sauf si je n'ai pas la vision de tout le monde, mais du coup, je vais... Ah, Lilian a levé la main. Léal. On t'écoute, Lilian. Oui, bonjour à tous. Nous, au club, donc nous, c'est Cahors Judo, on ne s'est pas pris la tête depuis toujours. On fait certificat médical obligatoire pour tous les licenciés. Comment? C'est un son parasite. Continue. Donc, je disais que nous, on demande le certificat médical obligatoire pour tout le monde, majeur, mineur, chaque année au club. Parce que l'usine à gaz de dire lui, certificat médical, lui, le questionnaire, lui, il a 47 ans, il n'était pas là, il est revenu, machin. Voilà. Donc, nous, et en plus, la présidente, quand elle commande les licences, elle doit certifier sur l'honneur, être en possession d'un certificat médical sur le site de la Fédé. Or, quand ils remplissent le questionnaire, on n'a rien. Merci. Tu veux que je réponde, Louis, peut-être? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, par rapport à ça, effectivement, hein, ce serait plus simple de faire comme on faisait avant et du coup demander un certificat médical à tout le monde. Or, aujourd'hui, ce n'est pas la loi. Alors, tant que les médecins acceptent et d'un territoire à l'autre, ça ne se passe pas de la même manière parce qu'il y a beaucoup de territoires où, avec la désertification médicale, les médecins refusent en fait d'établir les certificats médicaux. Donc, en tout cas, on ne peut pas l'imposer parce que la loi permet
que les mineurs, du coup, puissent pratiquer uniquement avec le questionnaire. Donc, on ne peut pas l'imposer. Si les gens l'acceptent et qu'ils arrivent à avoir leur certificat médical, c'est très bien. Mais voilà, ce n'est pas la loi aujourd'hui. Donc, voilà. Tout dépend des territoires. Par rapport à la prise de licence, quand le président il valide la licence, quand c'est le questionnaire, en fait, c'est précisé que c'est le questionnaire. En fait, on doit, sur la prise de licence, dire si on est en possession du certificat médical, si ça a été répondu au questionnaire, si c'est un pratiquant, un non-pratiquant, etc. Donc, du coup, ça ne pose pas de souci. C'est-à-dire que si on coche qu'on a eu le questionnaire, ça veut dire que le président a en sa possession uniquement l'attestation comme quoi les parents ont bien répondu ou l'adulte à toutes les questions et qu'il n'a coché aucune case oui, en fait. Oui, mais on n'a pas le droit d'avoir le questionnaire, donc on a rien. L'attestation. L'attestation sur l'honneur, tu dois la récupérer et à partir du moment où tu as cette attestation, c'est la responsabilité de la personne ou des parents. D'accord. En tout cas, nous, ça ne nous concerne pas puisque je vous ai dit, nous, on demande certificat médical obligatoire pour tout le monde. On l'a inscrit au règlement intérieur du club. Donc, pour être inscrit à l'association Judo Club Cadurcien, on accepte ou on n'accepte pas. Mais si on veut faire partie du club, on doit fournir un certificat médical. Comme ça, nous, la présidente est couverte et il n'y a pas de souci. Voilà notre fonctionnement à nous. Mickaël, tu veux intervenir? Oui, juste une précision par rapport à la partie aussi de licence dématérialisée. Lorsque les parents remplissent eux-mêmes le formulaire de licence par Internet, et c'est donc eux qui attestent que le certificat médical a été fait par un médecin ou le certificat médical, ou le questionnaire est négatif dans toutes les questions et ils valident ça, c'est archivé comme quoi c'est la famille qui a renseigné le certificat médical et la licence, et donc le club est désengagé en cas de fausse déclaration en fait. Voilà, parce que quand vous recevez tous les papiers à la maison, c'est différent, mais lorsqu'ils le font eux tout seuls dans leur coin, vous pouvez toujours leur demander qu'ils fassent l'attestation papier, qu'ils vous la remettent, mais s'ils ne la refont pas, dans l'outil fédéral, il est bien archivé que la licence et toutes les déclarations qui ont été faites par les familles, et donc c'est leur engagement personnel en cas de fausse déclaration qui est, voilà, et ça dégage le club par rapport à ça. Voilà. Mais comment ils font les clubs pour gérer toutes ces données? Parce que y a un tel, il va donner aujourd'hui, donc il est tranquille pour 5 ans s'il a plus de 30 ans. Seulement, il faudra se rappeler que c'était il y a 5 ans, pas il y a 3 ans, pas il y a 2 ans. L'autre, il revient, il a fait du judo, il arrête. C'est année pour les majeurs. Pour les majeurs, c'est à année anniversaire. Donc, c'est quand il a 30 ans, quand il a 35 ans, quand il a 40 ans, etc. Donc, ce n'est pas l'histoire de renouvellement. Oui, mais le mec, il vient au judo, il a 33 ans. Et ben, il vient pour la première fois, il a un certif. Donc, il fait son certificat médical. Et à 35 ans, il en refait un autre. Voilà. Donc, ça, il faudra qu'on se rappelle, nous. Ben, c'est sur l'année de naissance, en fait. Tu sais que tous ceux qui sont nés en 2000X, c'est l'année où il faut leur demander le certificat. Ça demande une logistique. Après, c'est voilà. Ah oui, ça demande une sacrée logistique quand on a 300 licenciés. C'est une application de la règle de la décision de l'État, et donc la fédération est obligée. Après, toi, qui peut le plus, peut le moins. Tu l'as écrit dans ton règlement intérieur. Ce qui a été dit dans les commentaires par Alexis. D'autres clubs le font, mais petit à petit, les médecins qui, on le sait, sont de plus en plus débordés, se désengageront et ne feront plus de certificat minima pour les mineurs. Ils peuvent le refuser. Voilà. D'accord. Vous avez tout intérêt à favoriser la demande d'inscription via l'Internet. Comme ça, le travail il est fait au niveau de renvoyer donc, une demande de licence aux intéressés, et ça allège quand même pas mal d'informations, et vous collectez les données, vous n'avez plus qu'à valider. Myriam Delsahu a demandé la parole. Et après, ce sera Xavier de Blagnac-Arts Martiaux. Oui, bonjour. C'était pour répondre à Lilian par rapport à la gestion. Je sais que nous, depuis un moment, donc, on fonctionne avec le questionnaire et les certificats. Quand la personne doit obligatoirement avoir le certificat médical pour les adultes, quand on prend la licence sur Internet, questionnaire n'apparaît pas. Donc, à partir du moment où le questionnaire n'apparaît pas, c'est qu'il faut un nouveau certificat médical. D'accord. Merci Myriam. Xavier de Blagnac. Oui, merci. Moi, c'était juste pour mettre un petit complément d'info légal par rapport à tout ce qui nous a été dit, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le RGPD en France, et par conséquent,
on doit garder les infos des adhérents pendant une durée qu'on spécifie. Donc, chaque info doit avoir une durée de rétention, mais après, il faut détruire les informations. Donc, demander refaire des dossiers et les stocker ad vitam aeternam. Aujourd'hui, d'un point de vue légal, au niveau de la loi française, c'est interdit. Voilà. C'est juste un petit point là-dessus. Merci pour cette précision qui est en effet importante avec les RGPD. Et Brigitte, qui souhaite prendre la parole. Et après, je pense qu'on va enchaîner sur les autres sujets, parce que je pense que sinon, on aura trop le temps de tout traiter. Merci Brigitte. Oui, bonjour à tous. Juste, j'ai envoyé un message, mais bon, je n'ai pas fini de l'écrire. Juste, quand on prend la licence à la fédération, il s'affiche la date du premier certificat médical. Donc, on a la possibilité de voir, en fait. Quand la licence, quand les gens ont validé la licence, ils l'ont mise dans le panier. Nous, moi, je vérifie les informations que donnent les familles. Et la date du premier certificat médical pour les majeurs, elle apparaît. Donc, du coup, on sait que si elle est valable que 3 ans, on sait quand la date, elle est périmée. D'accord. Parce qu'elle ne s'affiche plus. Ouais. Donc voilà, donc avec tous ces éléments, hein, vous avez l'ensemble des alertes qui sont via le système informatique extranet notamment et la prise de licence qui vous permet d'être vigilant. On sait que ce n'est pas forcément évident puisque c'est beaucoup de logistique, mais comme disait Mickaël, on répond aussi à la réglementation qui a été mise en place par l'État. Je vous propose qu'on enchaîne sur les informations territoriales Occitanie. Louis, je te repasse la parole. Merci Arnaud. Un petit rappel sur les organisations, la structuration sportive. Donc, nous avons 4 zones organisées. Les clubs participent dans leur zone. Et une précision, je vous rappelle que les quotas de qualification sont calculés en fonction du nombre de licenciés et que donc les quotas sont différents d'une zone à l'autre. Diapo suivante. La structuration, elle comporte 4 filières. La filière sélective qui est fermée, avec donc les championnats officiels, la filière de préparation avec tous les tournois labellisés et une filière d'animation avec les grands prix régionaux ainsi que les animations départementales selon les catégories d'âge. Diapo suivante. Donc un petit rappel sur les benjamins. Donc la filière sélective, le club inscrit ses judokas au critérium du comité départemental. Des fois, il y a plusieurs animations en fonction du comité. Ensuite, il y a un critérium de zone et en fonction de la qualification, on participe au critérium d'Occitanie. Sur la filière de préparation, nous avons cette année 2 tournois qui sont labellisés Occitanie. Donc, c'est le tournoi de Narbonne et de Réalmont. Et concernant la filière d'animation, pour l'instant, nous avons des animations départementales. Alors, Hoche ne doit pas apparaître là-dessus, c'est une petite erreur qu'on corrigera. Donc les quotas, je vais pas ils n'ont pas bougé, hein, je ne vais pas les commenter. Vous les aurez sur le site, hein, bien sûr, ils y sont déjà d'ailleurs, vous pourrez les regarder. Sur la filière minime, donc on est sur le même principe, hein, avec de sélection donc du club, comité, zone, ligue et puis la Coupe de France, et que nous avons mis en place un certain nombre de tournois labellisés. Donc nous avons Moissac, un tournoi régional, Toulouse, un tournoi label A et Saint-Cyprien en label A. Voilà, sur la filière d'animation, nous avons Hoche en Grand Prix qui organisera cette saison. Sur les quotas, hein, vous en prendrez connaissance. Donc, c'est organisé comme ça, vous avez la possibilité. Sur les cadets, donc, on ne change pas. Vous avez une phase, le club inscrit donc, sur une première phase de compétition qui se déroule en zone. Donc, c'est le même jour avec soit la compétition pour les espoirs, soit la compétition pour les premières et deuxièmes divisions, sachant que ces championnats donnent la possibilité de se qualifier que sur le championnat espoir et également sur le championnat de ligue première division ou directement sur une ou l'autre. Est-ce que tu voulais là-dedans? Alors, reviens. Vous avez aussi la possibilité de qualification avec 10 judokas qualifiés par la ranking list. Voilà, donc sur au niveau de la filière de préparation, nous avons un certain nombre de tournois
qui sont labellisés, Tarbes en label A, Nîmes en label A, Réalmont en label régional Occitanie et Toulouse en label Excellence. Et en animation, Auch qui s'est positionné. Voilà, merci. Vous avez tous les quotas qui sont bien identifiés. Merci, on ne va pas y rentrer dedans. Voilà, sur les juniors, on est sur un fonctionnement identique à l'année précédente, avec le système zone, ligue, championnat de France, et également en parallèle la ranking national pour les 10 meilleurs. La filière de préparation, nous avons un tournoi, c'est Moissac, junior, et la filière d'animation, Auch. Ensuite, donc on passe. Sur les seniors, on est toujours sur le même fonctionnement, avec au niveau premier échelon, c'est la zone. Donc, soit on s'inscrit en troisième division, soit en première ou deuxième division. En troisième division, on peut participer au championnat de ligue et puis au championnat de France, troisième division. Championnat de zone, première ou deuxième division, vous participez au championnat de ligue. Et à partir de là, vous êtes, en fonction de vos classements, qualifié soit pour le championnat de France, première division, donc c'est le premier, et soit pour les 3 autres suivants, c'est le championnat de France, deuxième division. Je dis 3 ou 4, je ne suis pas certain. Et sur la ranking list nationale, les 10 meilleurs sont qualifiés. Nous avons sur la préparation, la filière de préparation, Tarbes en régional, label Occitanie, Nîmes en label A et Toulouse en label Excellence. Et Auch pour le Grand Prix. Merci. Suivant. Bon, pour les vétérans, la filière sélective. Donc, il faut avoir participé. Je le fais assez globalement là. Hein, le principe, c'est 2 tournois. Alors, soit excellence, soit un excellence et un tournoi A, soit 2 tournois. 2 tournois excellence ou la participation à un championnat officiel. Ça peut être la zone senior. Voilà, ça donne la possibilité de participer au championnat de France ou à la Coupe d'Europe ou au championnat d'Europe ou au championnat du monde. Font partie de la ranking list, hein, parce que ça donne une attribution à la ranking list, hein, le Master d'Artagnan qui sera reconduit cette année. Sur la filière de préparation, j'ai relevé donc, le tournoi d'Andorre, même si ce n'est pas dans la région, on a pas mal de judokas qui y participent, et Auch en vétéran pour l'animation. Pour la filière kata, donc un petit rappel, parce que c'est mis en place depuis déjà pas mal d'années, mais c'est peut-être pas bien entré dans les mœurs. Donc, on a une compétition majeure qui est l'Open de Montauban. Avant, ça se pratiquait sur Prades-le-Lez. Et cette compétition, elle est associée à la Coupe régionale d'Occitanie et ça nous donne soit la participation à la ranking nationale, soit une qualification directe pour le championnat de France. Voilà un peu le principe de qualification avec un tournoi, un Open hein, organisé par Auch le 13 novembre. Pour ceux qui veulent se préparer. Suivant. Sur la filière Jiu-Jitsu, on est sur le même principe, donc là, avec une ranking nationale et des tournois de qualification. Ces tournois de qualification, c'était les anciennes demi-finales, et on a toujours Narbonne pour le Jiu-Jitsu et le Newaza, et qui donne la possibilité de participer au championnat de France. Il y aura des tournois régionaux, hein, mais pour l'instant, on ne les a pas identifiés. Donc, un petit rappel sur la filière, alors c'est pour le judo, hein, pour les cadets juniors seniors. Il y a une mise en place différente depuis l'année dernière. Ce n'est pas nous qui décidons des labels Excellence et labels A. Donc on a 3 tournois en Excellence, un par catégorie d'âge. Donc là, on nous a attribué les cadets et les seniors. On avait quelques demandes, notamment Nîmes, qui se positionnaient sur ce tournoi. Donc c'est pour ça qu'on a pu obtenir un tournoi supplémentaire en label A. Et on a 4 tournois sur cette population. Sur les labels minimes, c'est label A minime. Donc on a Toulouse et Saint-Cyprien. Et les autres tournois avec le label régional Occitanie. Voilà, c'était des gros efforts qui sont faits par les organisateurs.
la Ligue accompagne bien sûr, mais ça permet d'avoir comment ça s'appelle, une répartition selon les catégories d'âge et les zones géographiques. Donc, il est demandé, en gros, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est par chaque zone, sur chaque zone, un tournoi par catégorie d'âge, sachant que les juniors seniors, on estime que on peut les mélanger, quoi. Diapo suivante. Peut-être des questions là-dessus avant de rentrer sur la détection, si quelqu'un a des questions. Pas de main levée, on peut y aller. Un petit rappel sur la détection et la formation. Donc, le club souhaite que il ait une action notamment sur la détection et qu'il favorise les regroupements interclubs. Au niveau des comités, on cible plutôt des organisations d'entraînement de masse. Sur les zones, on est plutôt sur de la masse et de la détection avec démarrage sur le décloisonnement et avec une approche de tournoi, de stage avec hébergement. Ça nous paraît indispensable de commencer à vivre ensemble. Hein. Et sur la Ligue, on est plus sur une optique d'élite avec des regroupements des meilleurs, mais avec une organisation de décloisonnement. Diapo suivante, et je laisserai la parole à Sébastien Bonin, qui est aussi notre, je rappelle, le référent régional sur les minimes, donc à ce titre, il s'occupe de la politique du groupe élite. Donc peut-être, si tu peux intervenir, Sébastien, sur l'organisation le rétro-planning des stages sportifs en Occitanie. Pas de problème. Bonjour à tous. Donc, on avait mis en place ce programme-là pour les minimes il y a quelques années avant l'année du Covid, donc on n'a pas réussi à le mettre de suite en place. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de progressif. Donc, si on démarre sur une saison, l'idée, c'est de regrouper un maximum de judokas sur les phases de zone et sur les stages de zone, en croisant les benjamins, les minimes, pour essayer de détecter un petit peu les meilleurs sur ces premiers stages. Ensuite, on a un deuxième moment qui est le tournoi et le stage national de Toulouse. Donc, par exemple, pour cette année, nous avions déjà un effectif de judokas de l'an passé, des 2009, donc des deuxièmes années, qui ont été identifiés et qui sont allés sur le stage national de Bourges. Donc, eux, ce sera la base de notre effectif et qui pourront aller sur ce tournoi et ce stage de Toulouse avec une prise en charge. Et ensuite, on va partir sur les championnats de ligue où, à l'issue des championnats de ligue, on pourra détecter un certain nombre de judokas que l'on accompagnera sur le groupe élite à travers le tournoi de Saint-Cyprien et le stage de Saint-Cyprien. Tu as la diapo suivante, Sébastien, qui permet de commenter ça. Oui, elle sera un peu plus claire, celle qu'on avait faite. Voilà. Donc, l'an dernier, ça a été on était parti sur le stage de Saint-Cyprien. Alors, c'est vrai qu'on avait tout s'est fait, on s'est un petit peu adapté rapidement par rapport au Covid. On avait encore des incertitudes. Donc, sur Saint-Cyprien, on était parti avec tous les premiers de chaque catégorie de la Coupe Occitanie minime qui ont été convoqués sur le stage et le tournoi de Saint-Cyprien, avec une prise en charge de la Ligue. Cet été, nous avons eu le stage national à Bourges où les critères de la fédération, c'était avoir fait un podium national, et ensuite nous avions des quotas par région où les critères étaient être né en 2009, avoir participé au championnat de France de l'année en cours et être déjà identifié dans le parcours. Donc là, vous voyez, on repart avec, pour cette année, nous avons encore 6 judokas là, qui sont concernés. Et nous allons repartir donc, avec la détection qui se fera sur le stage de Toussaint, le tournoi de Moissac, tournoi et stage de Toulouse. Donc, c'est des moments où moi, je fais un suivi avec les collègues, où on fait un suivi des résultats, des participations pour voir qu'il y ait de l'investissement au niveau des jeunes et surtout des jeunes qui ont envie de s'investir sur la filière compétitive, on va dire. Et on va repartir donc au mois de
février-mars sur la Coupe Occitanie, où on aura tous les premiers de la Coupe Occitanie qui pourront intégrer le groupe élite, en plus des 6 qui sont déjà sur le groupe de cette année. Vous voyez, il y a le programme. Pour ceux qui sont déjà sur le groupe élite, on a le tournoi plus le stage de Toulouse, le tournoi pour le stage de Saint-Cyprien. On avait le tournoi de Toulon, mais il a été stoppé à cause du Covid, donc on essaye de voir si on a un autre tournoi extérieur à proposer. Et puis, les stages nationaux qui regroupent cet été, on avait 99 judokas qui étaient regroupés à Bourges, tous les podiums nationaux, plus des sélections régionales. Et puis ensuite, on a quand même des conditions. Il y a un contrat de groupe élite à signer pour les athlètes, et avec tous ces programmes. Et puis, il y a quand même dans ce contrat une idée d'investissement et de participation, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'athlète rentre au groupe élite qu'il y reste forcément. Il faudra qu'il y ait quand même de l'investissement, de l'envie, et qu'on soit vraiment là-dessus. Voilà. J'espère qu'on a été assez clair sur la présentation. Et un petit complément de ce qu'a dit Sébastien. On en a 6 actuellement qui réintègrent, qui restent sur le groupe élite, plus les 19 qualifiés, ça fait 25, mais on suppose quand même que les 6 devraient être champions au niveau régional, donc ça laissera des places disponibles pour les judokas supplémentaires. Et peut-être aussi, Louis, pour compléter, sur les minimes, à noter quand même que sur le groupe qu'on avait constitué pour Saint-Cyprien, et que donc on a eu sur le stage et sur le tournoi, on a quand même 5 podiums nationaux derrière, et les 5 sont venus à Bourges aussi. Je les ai accompagnés à Bourges sur le stage national. Donc ça veut dire aussi que dans la dynamique, c'est quelque chose aussi qui fonctionne. Voilà. Merci Sébastien. Un petit rappel, un petit changement sur la double appartenance. C'est peut-être pas la bonne diapo, mais tant pis, je vais la commenter. En fait, elle avait été corrigée, mais je pense que c'est pas celle-là qu'il devrait y avoir. Donc, juste la modification, l'interdiction. Il y a la suppression de ces 100 premières places inscrites sur la ranking list. Donc, en gros, il n'y a plus cette restriction sur la double appartenance. Et la deuxième chose aussi, c'était on peut changer, annuler une double appartenance dans la mesure où il y a un accord entre les 2 clubs et que ça intervient 7 jours avant le début du premier niveau. Donc, on mettra à jour cette diapo et on la mettra sur le site, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce gros bloc d'informations ? Il n'y a pas de questions, enfin, je ne vois pas de main levée, donc je pense qu'on... Ah, non, il n'y a pas de main levée, pardon. Donc, on peut enchaîner. Juste les 2 diapos d'après, c'est pour vous rappeler les endroits via le site internet de la Ligue où on retrouve les calendriers, toutes les informations. Le site internet, c'est le point central de l'information où on peut aller chercher. Donc, on envoie aussi des informations via des newsletters, les réseaux sociaux, les mails. Mais pensez à bien naviguer. Donc, vous pouvez trouver le calendrier de la Ligue sur l'agenda du site internet. On vous rappelle que ce site internet fait partie du projet fédéral avec le ruissellement des infos nationales vers le club. Donc, via cet onglet, vous accéderez à l'agenda. Et il y a une deuxième option, puisqu'on a fait un petit résumé, on va dire, des informations et du calendrier. Quand vous allez dans l'onglet activités sportives calendrier, vous avez un PDF où vous pouvez retrouver le résumé de l'ensemble des manifestations qui auront lieu en Occitanie. Les systèmes de qualification, quotas, la structuration sportive, c'est juste en dessous, les documents organisationnels. Voilà, vous avez tous les documents qui se trouvent là, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour votre saison. Un point sur la Corge. Alors, un point sur les homologations des grades en Occitanie. Petit rappel, vous pouvez faire homologuer vos grades sur les deux
les 2 bureaux administratifs de la Ligue, qui sont la maison du judo à Toulouse ou la maison des sports à Montpellier. Donc, c'est Stéphane Botson qui est notre secrétaire de Corge, qui procède sur Toulouse. Sur Montpellier, nous avons proposé un nouveau secrétaire adjoint de Corge. Et nous sommes en attente de validation du siège fédéral, en fait, de la CSDGE. Donc, dès que celui-ci sera entériné, donc, il pourra procéder aux homologations sur site à Montpellier. Pour les compétitions de grade, vous pouvez également, sur les compétitions de grade, donc c'est à Toulouse et Narbonne, le dimanche, vous pouvez aussi faire homologuer vos grades, puis ça se fait automatiquement dès qu'un judoka a réussi, donc par Stéphane Bosson sur Toulouse et sur notre nouveau secrétaire adjoint quand il sera validé. Donc ce sera sur Narbonne. Diapo suivante. Nous passons à 3 week-ends de grade, à peu près sur les mêmes formats. Je vous rappelle que l'UV1 et UV2 pour le 1er au 4e dan se déroulent en zone. À partir de là, sur des inscriptions, et on vous demande d'être très rigoureux sur les inscriptions, parce que nous devons ensuite organiser, ça nous demande un gros travail, organiser des blocs de passage avec les mêmes clubs, donc les judokas du même club, donc pour que le créneau dure maximum 2 heures. Hein. Donc ça s'est bien passé jusqu'à présent, donc soyez rigoureux là-dessus. C'est compliqué de rajouter des gens au dernier moment, donc ça vient impacter notre organisation. Pour le dimanche, on reste sur le même fonctionnement. Alors, je vous rappelle, le samedi, ce sont des blocs fermés, puisque c'est un choix fédéral de notre président de comité et de la Ligue. Hein. Donc, on reste sur une organisation fermée. On donne la possibilité aux extérieurs de la Ligue de venir participer. Il suffit qu'ils contactent les bureaux, les secrétariats et on les inscrit. Mais c'est nous qui procédons à cette inscription. Pour le dimanche, on a une petite modification, hein, donc on est toujours sur l'UV3 et UV4 sur les 2 secteurs qui sont là ouverts. Vous faites le choix soit Narbonne, soit Toulouse. On est toujours sur un système d'inscription et de convocation. Alors les convocations se font non plus en fonction des clubs, mais plutôt en fonction des groupes morphologiques, hein, soit les féminines, soit les garçons, etc. Une petite modification, ça a été demandé. Donc on va regrouper les féminines sur un site à partir du 2e dan. 2e dan et plus. Le premier, les féminines seront regroupées sur Narbonne au mois de novembre pour avoir justement une facilité de combat. On espère qu'il y ait plus de monde et on pourra organiser des poules comme elles se doivent. Et les vétérans, donc on le fera sur le premier passage sur Toulouse. Alors on fera systématiquement un regroupement de vétérans. Bon, le vétéran, il aura le choix. Hein, s'il ne veut pas participer en vétéran, il peut aller sur l'autre site et il participera avec les non-vétérans. Voilà, et on espère que ça donnera plus de possibilités de service à nos judokas. Organisation des grades, donc c'est demandé par la fédération. Les examens spécifiques réservés aux enseignants, on les fera sur nos 2 stages de formation de juges. Comme ça, ils pourront recevoir toute l'efficacité de nos juges, puisqu'ils seront tous présents sur ces 2 sites. Louis, il y a une question sur les vétérans, s'il y a une organisation de vétérans pour les 4e dan. Alors, en fait, le 4e dan était une compétition nationale. Donc, nous l'organisons, le premier examen sur Narbonne. Donc là, on l'organise garçons et filles. Et le dernier passage de grade, garçons et filles, au mois de juin sur Toulouse. S'il y a beaucoup de monde, effectivement, c'est pour ça qu'on a mis le dernier week-end et le premier week-end, le dernier week-end les vétérans, mais ce n'est pas une obligation. Généralement, c'est compliqué à faire des passages vétérans pour le 4e dan. Mais bon, souvent, on regroupe avec les 3e dan. Est-ce qu'il y a des questions sur les grades avant de passer au stage de rentrée? Non, pas de questions. Donc, on peut passer au SNR. Marc, oui, c'est toi qui prends la parole. Sur l'organisation des SNR, cette année, proposé donc une organisation sur Narbonne le 8 octobre et sur Toulouse le 9 octobre.
Donc, Alexandra l'a précisé tout à l'heure, elle sera la représentante du CA, du Conseil d'administration fédéral. Pour la partie technique, nous aurons la chance d'accueillir Frédéric de Montfaucon. Et donc, voilà les thèmes et les programmes qui sont annoncés. Donc, on a aussi un temps important sur les SNR, c'est la sensibilisation au risque de violences sexuelles et de harcèlement avec Violaine Chimarès qui représente donc les colosses au pied d'argile. Donc, on est tout à fait dans la lignée de ce qui est souhaité par rapport au national et sur cette sensibilisation. On vous a parlé du module tout à l'heure qui se met en FOAD, mais on a aussi la possibilité de faire intervenir un colosse au pied d'argile là, sur ces 2 journées de stage-là. Donc, c'est important. Et après, on a tenu compte de l'organisation des différentes activités au travers de ce qui a pu se faire sur la dynamique du stage de Temple-sur-Lot avec les formateurs régionaux et la dynamique souhaitée sur le plan fédéral. Voilà, donc, on a donc sensibilisé nos formateurs régionaux qui sont prêts à intervenir sur les différents éléments, sachant que pour le Jiu-Jitsu, malheureusement, nos formateurs régionaux n'ont pas pu assister au stage à Temple-sur-Lot. Et donc, on a sollicité Christian Jordan qui sera présent sur Toulouse pour faire la présentation. Et il y aura une petite présentation par diaporama de la dynamique des actes de développement souhaités par rapport au Jiu-Jitsu. Également, il a été souhaité en accord avec Mickaël suite au stage, comme il y a quelques évolutions des règles d'arbitrage, qu'au-delà des stages d'arbitrage régionaux qui se font avant pour les arbitres, on sensibilise nos enseignants aussi à ces évolutions de règles. Voilà, donc il y aura de l'arbitrage aussi présent sur ces éléments-là. Et on a essayé de faire en sorte qu'effectivement le programme respecte les sollicitations et les préconisations nationales. Si vous avez des questions. Pensez à vous inscrire donc sur l'extranet, déjà pour si vous souhaitez aller sur Narbonne ou sur Toulouse, et ensuite de renseigner le formulaire pour la participation au repas, si vous voulez prendre le repas sur place. Donc on vous demandera une participation, sachant que la Ligue accompagnera le repas à hauteur de 5 €. Oui. La différence. Oui, une question. Quand on va sur Extranet pour s'enregistrer et s'inscrire au stage, on ne peut s'inscrire que sur le 8 octobre à Narbonne. On n'a pas la possibilité de s'inscrire sur Toulouse et de réserver le repas sur Toulouse. Bon, c'est une erreur, on va rectifier l'inscription sur Extranet s'il y a un souci. Merci Bertrand. Pourtant, là, on est quand même à beaucoup d'inscrits sur le repas de Toulouse. Donc, on va vérifier, mais il y a des inscrits sur Toulouse. Donc, on va vérifier ça. Et en complément, donc, le repas de Toulouse, le midi, sera organisé sur le Moulin Tropical. Voilà. Donc, ce n'était pas précisé avant. Maintenant, vous savez comment sera organisé le repas le midi. Une précision sur aussi la formation des dirigeants. Donc, il y a beaucoup de temps commun avec l'ensemble du stage national de rentrée et un temps spécifique sur les thèmes qui vous sont présentés en bas sur les dirigeants et qui pourront être déclinés ou complétés au fil de l'actualité. Également, vous pouvez remarquer qu'on a tenu compte des demandes qui ont été sollicitées et il y a toujours la réunion par comité qui est organisée par département et aux éléments et qu'on a positionné fin de matinée plutôt que de positionner fin de journée parce que souvent, fin de journée, les gens partaient et ne restaient pas forcément concentrés sur cet élément-là. Donc, on a tenu compte des remarques qui avaient été émises et on a maintenu cette organisation possible des départements sur la dynamique entre midi et 13h juste avant le repas. Donc, on vous confirme, puisque Mickaël vient de le vérifier, que ça fonctionne sur l'inscription pour le repas de Toulouse. Donc, il doit y avoir peut-être un bug sur Bertrand à vérifier. On va corriger ça. Voilà, c'est un programme qui est validé par le national et même qui les orientations sont souhaitées par France Judo. Le programme. Entendu, merci pour le stage de rentrée. S'il n'y a pas de questions sur ces aspects-là, on va enchaîner. Un point sur l'itinéraire des champions. Vous savez que depuis la nouvelle Olympiade, les mercredis équipes de France ont été remplacés par une animation qui s'appelle l'itinéraire des champions, qui est sur un format de 2 jours avec 6 champions, 3 d'hier, 3 d'aujourd'hui.
avec 5 temps forts, hein, dont le Grand Show et une soirée partenaire. Donc, deux actions été champion vont avoir lieu en 2022, sur la saison 2022-2023, donc le 9 et 10 décembre à Cahors et le 23 et 24 juin à Narbonne. A été rajoutée aussi une étape de été champion qui sera organisée en novembre 2023 en marge des championnats d'Europe qui auront lieu également à Montpellier, dont on va vous parler juste après. Donc, si vous voulez peut-être, il y a le lot et l'autre, si vous voulez préciser un petit peu, si vous voulez donner 2-3 précisions sur les organisations, Mickaël ou Patrice, pour le Cahors. Juste pour préciser, le 23, ce sera une journée où on aura dans les collèges, dans les tout ça, et le 24 juin, ça se fera à l'Arena. On a eu la confirmation cette semaine. Donc le 24, on fera un show à l'Arena. Voilà. Donc c'est vraiment une salle qui est adaptée pour ce style de manifestation. Voilà. Alors, si vous n'entendez pas bien, hein, c'est René Fédu qui prend la parole pour le comité de l'Aude et qui précise que l'étape de Narbonne sera organisée le 24 juin à l'Arena de Narbonne, qui est une toute nouvelle salle. Et la veille, ce sera des actions qui seront soit dans les collèges, soit au dojo de Narbonne avec du public cible. C'est encore à définir. Tout est calé, donc tout se fera au Palais des Sports à Cahors. Le vendredi soir, le vendredi avec les journées scolaires sur place. Samedi matin, donc le troisième âge, il y a des volontaires et des enfants encore. Pour participer, bien sûr, et ensuite donc, l'après-midi, le grand show. Tout est calé. Je crois que la présence du troisième âge, je ne sais pas que le souci non plus, Bon, a priori, Arnaud me dit que comme on n'entend pas très bien, je repasse derrière Patrice pour le lot. Donc, il a précisé que ça se faisait au Palais des Sports de Cahors. Donc, c'est en plein centre-ville une grande salle qui sera installée. Donc, nous, on aura une unité de lieu puisque tout se fera sur site. Donc, le vendredi, avec 2 sessions pour les scolaires du Grand Cahors. Le vendredi 9, donc. Et le samedi 10 décembre, une activité pour le public senior en lien avec le Taïso santé, enfin, sport santé bien-être et Taïso. Et l'après-midi, donc le samedi 10, le grand show, voilà, au Palais des Sports. Et pour compléter, voilà, normalement, le dimanche 11, on organisera un tournoi ouvert au national avec des équipes de niveau régional minimum sur un format, entre guillemets, olympique pour les cadets, avec 3 garçons, 3 filles, et pour les seniors également, 3 garçons, 3 filles. Donc ça sera sur le dimanche 11. Donc, en fait, il y aura 2 jours d'itinéraire des champions et une journée de tournoi ouvert nationalement. Merci. Merci beaucoup. On va enchaîner. Championnat d'Europe senior à Montpellier. Franck, si tu veux intervenir. Merci, Nicolas. Oui, donc championnat d'Europe senior. Donc, gros rendez-vous pour l'équipe de France, évidemment, et avant les Jeux Olympiques. Et donc, on a le plaisir d'accueillir sur notre territoire ces championnats d'Europe. Donc, il y a eu des temps de travail qui ont été mis en place par le siège fédéral avec la mairie, notamment le conseil régional. Et donc, voilà, il y a des temps de travail qui se poursuivent. Et donc, comme on l'avait fait pour Perpignan, qui fédéral des champions, puisqu'on avait en parlé, qui sera également couplé à ce championnat d'Europe. Donc, on compte sur vous, évidemment, pour venir nombreux également sur cet événement phare de l'Occitanie, mais même du national. Arnaud et Louis, sur les temps d'échange que vous avez pu avoir, est-ce qu'il y a des compléments d'informations données? Alors, merci Franck. Bon, on est aux prémices de l'organisation. Il y a un comité de pilotage, comme tu l'as précisé, qui est en train de se constituer. Les dates, vous les avez. C'est du 3 au 5 novembre 2023 pendant les vacances scolaires, la semaine du 1er novembre, donc, où il y a un jour férié. Contrairement à l'organisation qui a lieu en 2014 sur le même territoire en Occitanie, à l'Arena de Montpellier,
Il n'y aura pas les championnats par équipe, puisque maintenant, le championnat par équipe, c'est un championnat par équipe mixte et qui est à part. Cette année, il a lieu à Mulhouse le 12 novembre. Donc là, ce sera 3 jours de championnat individuel avec, pour ceux qui ont assisté, il y a 9 ans, un peu la même dynamique. Tout est encore à construire, donc on n'a pas beaucoup d'informations à l'heure actuelle à vous donner, si ce n'est retenez bien les dates et au fur et à mesure, les éléments vous seront diffusés. Il y aura beaucoup également d'événements périphériques à l'image des vétérans et champions qui viendront animer le territoire pour que ce soit encore une grande fête du judo. Donc, s'il n'y a pas de questions sur ces aspects-là, ou Louis, si tu voulais compléter peut-être? Je vais peut-être compléter parce qu'on a omis de parler de la Pro League Judo avec la mise en place de cette ligue professionnelle. Donc, c'est expérimental cette année qui devrait démarrer en plusieurs phases de poules. Début normalement octobre, avec un format un peu différent, des poules, des équipes mixtes, poules, plus demi-finale et finale, avec à l'heure actuelle, je crois, 12 ou 14 équipes qui sont positionnées. À ma connaissance, il y a un club, il y a l'Occitanie qui serait représenté. Alors, je dis ça sous le conditionnel, puisque ça doit être entériné par la Ligue Pro et par la FFJTA, par la France Judo. Donc, c'est Montpellier Judo Olympique qui s'est positionné, mais qui demande quand même c'est assez contraignant avec un cahier des charges de professionnel. Donc, on devrait démarrer cette compétition rapidement et on aura des informations, je pense, très rapidement. Voilà, ça c'est le deuxième point. Autre point, nous avons à venir des événements qui vont démarrer. Donc, samedi prochain, enfin samedi 1er, il y a le stage de Jiu-Jitsu sur Réalmont. Donc, ça c'est un premier stage. Et également un stage de Jiu-Jitsu sur Metz qui démarre la saison. Donc, pensez à vous inscrire, venez, la dynamique est mise en place. Pensez à vous inscrire, ainsi bien que ce sont des événements qui arrivent tôt. Mais bon, voilà, j'en fais la promotion et vous aurez les meilleurs formateurs possibles. Et non, c'est dans 15 jours, pardon, puisque la semaine prochaine, nous avons les stages de zone pour nos formateurs d'arbitrage qui se réunissent sur 4 lieux. Voilà, et ensuite, on enchaînera avec le SNR. Merci pour cette précision. Quelques infos ensuite rapides. Service civique. La fédération a déposé un agrément national qui a été accepté. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'agrément national de la fédération. Chaque structure devait demander un agrément pour pouvoir accueillir des services civiques. Donc, on est en train de travailler le projet pour vous proposer d'accueillir des services civiques avec une gestion administrative régionale et départementale. L'idée derrière ce projet, c'est de faciliter l'accès aux services civiques avec des objectifs à 3 ans d'avoir 800 services civiques sur la fédération. Donc, on va mettre en place un dispositif spécifique en Occitanie pour vous accompagner avec des ressources qui vous permettront d'accueillir, je ne vais pas dire de recruter parce que ce n'est pas des emplois, d'accueillir des services civiques au sein de vos clubs. Je ne m'étendrai pas dessus puisqu'on y reviendra lors du stage national de rentrée où on devrait avoir un peu plus d'informations sur le fonctionnement et les procédures à mettre en place. Point suivant, le passeport. L'opération passeport a été renouvelée par le ministère des Sports. Une grosse campagne de communication a été mise en place avec une ouverture un petit peu sur l'éligibilité de ces passeports, une dématérialisation et une facilitation pour enregistrer les passeports via votre compte asso. Il faut savoir qu'il y a 3800 clubs sur le territoire national cet été qui étaient enregistrés pour être en capacité d'accueillir le passeport sur 5000 clubs. Donc, on était vraiment dans les bons élèves au sein de la fédération. Il faut absolument créer un compte asso et cocher la case de passeport pour pouvoir recueillir ces bons de réduction qui sont envoyés directement aux familles par mail.
Donc, les éligibles, hein, c'est les personnes qui ont droit au bon CAF, qui sont allocataires ou les boursiers même. Donc, il y a tout un dispositif. Vous avez les informations qui sont sur l'actualité et sur le site internet. On a reçu une information hier de dernière minute. Alors, je vais essayer de vous partager, je vais vous partager un écran qui va vous permettre de vous rendre compte. C'est que quelques familles nous font remonter qu'elles ont du mal elles n'ont pas le code pour activer le passeport. Et donc, sur le site du passeport, il y a un encart ici. Je ne sais pas si mon écran se partage normalement. Quand on va sur le site du passeport, il y a « Obtenir mon code ». Alors, obtenir mon code, ce n'est pas un endroit où on va pouvoir tester son éligibilité, mais ça permet, si on a été éligible et qu'on a reçu le mail, mais peut-être qu'il est parti dans les spams ou peut-être que vous l'avez effacé par mégarde, d'aller sur cet espace, de rentrer ces informations et le code pourra vous être envoyé. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça a très bien marché l'année dernière. Les facilités pour la mise en paiement ont été mises en place puisqu'il y a eu quelques décalages de trésorerie l'an passé, mais le système marche et on a eu de très bons retours l'an dernier. Et l'actualité sur le site de la Ligue, vous retrouvez tous les détails ici dans les actualités qui sont en ligne, avec pour qui, quand est-ce qu'on peut l'utiliser, etc. Avec toutes les explications nécessaires. Pas de questions sur ces aspects, on enchaîne. Les accréditations, elles sont toujours disponibles. Donc elles sont toujours valables pour l'Olympiade. Elles seront distribuées pour celles qui n'ont pas été distribuées donc sur les 2 stages nationaux de rentrée. Donc les nouveaux clubs se verront des accréditations jaunes distribuées. Et pour les anciens qui n'auraient pas fait de demande, qui auraient changé de club, etc., vous pouvez toujours faire la demande sur les sites internet. Vous allez dans l'espace club, les documents et liens, et vous avez un formulaire en ligne là, pour demander les accréditations. Les conditions, hein, c'est pour avoir une accréditation nominative, c'est être enseignant déclaré au contrat club. Si vous n'êtes pas déclaré au contrat club ou pas encore référencé enseignant, on vous accompagne pour faire ces demandes. Autre point d'information, vous avez toujours la possibilité de créer votre site internet via l'outil fédéral qui a été mis en place. Quand vous allez sur l'extranet de votre club, vous avez le canal qui vous permet d'aller chercher le lien et de créer votre espace via le site internet et avoir le fameux effet de ruissellement qui vous permet d'avoir les informations qui redescendent du national, du régional et du départemental. Je vois qu'il y a une remarque de Olivier Béchy sur le passeport. Oui, en effet, il y a beaucoup de parents qui l'ont reçu dans les boîtes mail comme spam ou titre promotion, donc soyez vigilants à ça. Donc, sur les sites club, comité, voilà, je reviens sur cet aspect-là. N'hésitez pas, c'est un outil gratuit qui doit vous aider à être visible et à pouvoir attirer des nouveaux licenciés et à donner un service à vos licenciés. Petite information sur l'extranet. Donc l'extranet va être, comme vous connaissez, va être rénové avec une nouvelle organisation et dès qu'il sera mis en place, il y aura une période intermédiaire d'une année ou 6 mois, je crois, qui permettra d'accéder via l'ancien extranet actuel et le nouveau qui viendra. Alors, il y a Mickaël qui fait partie de la commission. Je veux rajouter 2 mots, j'en sais un peu plus. Oui, en fait, l'idée, c'est d'avoir un genre de guichet unique, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des codes de club, il y aura une ouverture sur le licencié vis-à-vis de son identifiant, de son espace licencié. En fait, ça lui donnera accès à ces espaces parce qu'on se rend compte que parfois, les missions de certains, notamment les enseignants, ils enseignent sur plusieurs clubs. Donc, plutôt que d'avoir plusieurs entrées, on aura une seule entrée qui est liée entre guillemets à son espace licencié. Ça nous donnera accès aux différents clubs qu'on a à gérer ou pour les collègues CT, aux différents espaces de gestion. Voilà, donc ça sera refondu et puis aussi ça reviendra un peu plus unitaire parce qu'aujourd'hui il y a des informations qui se retrouvent quand on va dans l'espace club sur la gestion du club. On peut modifier le contrat de club, mais on peut aussi le modifier dans gérer ses licences. Donc il y a des modules qui ont été faits et ajoutés au fur et à mesure dans l'espace club
actuelle. Et donc là, l'idée, c'est de faire une seule et même plateforme qui sera beaucoup plus intuitive et beaucoup plus épurée et, on l'espère, beaucoup plus efficace. Voilà. Merci, Mickaël. Merci. Donc là, je vais passer la parole à Franck Opis, notre président, pour parler du Fonds de développement territorial 2022. Franck, c'est à toi. Oui, Fonds de développement territorial. On va faire un petit historique sur ce fonds de développement. Il avait été voté à l'Assemblée générale fédérale que l'augmentation de 1 euro sur la licence sera affectée sur les actions de développement. Depuis l'Assemblée générale de 2022, il a été voté que ce passe de 1 euro à 1,50 € et de travailler sur des actions de développement. Suite au Covid, c'était le développement est un élément phare au niveau de la fédération et bien évidemment au niveau de la ligue, dans les comités, dans les clubs. Donc, on a proposé deux actions qui ont été retenues notamment par l'ANS et donc par la structure nationale sur le fonds de développement. Première action, c'est une action sur l'aide à la création de clubs. Donc, c'est favoriser la création des clubs, donc avec ces différents onglets que vous avez là, sur une prime, sur une dotation de papy, des jeux de vie, un kit d'accueil. Donc, valoriser les créations et également favoriser l'aspect administratif, notamment par les groupements d'employeurs qui s'est mis en place. Il y en a un sur la zone nord, les groupements d'employeurs de Tarn-et-Garonne spécifiquement, mais ça peut se décliner sur d'autres OTB. Deuxième action, donc la mise en place d'une structure mobile de promotion. L'idée, c'est d'aller au contact de la population. L'Occitanie a la chance d'être très active nous accueillons beaucoup d'actions nationales. Nous avons un territoire où il y a beaucoup de tourisme aussi. Donc, ça peut être l'occasion d'aller au contact du public et donc avec des outils, des papiers emboîtables, des photos gonflables, je le dis. Photopole, vous savez, on peut faire des photos, photo-bâton personnalisé, sono, bon, tout ça, ça coûte, c'est un investissement financier avec à terme la possibilité c'est d'avoir un camion utilitaire qui pourrait sillonner l'Occitanie sur cette thématique-là. Tout ça, ça serait piloté avec les hommes comités que j'ai à côté de moi, on verra comment on va pouvoir organiser cette distribution de ce décorum de promotion. Et les services civiques, qui peuvent faire le secrétaire général, effectivement, accompagneront ces projets-là, puisque nous avons deux services civiques qui seront aussi sur. Patrice, a une question. Oui, alors, concernant la première action l'aide à l'extension de club, est-ce que c'est imaginable d'avoir cette participation sur la réouverture des clubs à ce moment du club? Alors, c'est possible, tout est possible, c'est nous qui déciderons en conférence de président. Donc, voilà, je pense que c'est important. Il y a déjà ma voix. Donc, tout est possible, oui. Tout est possible. Alors, l'idée, c'est vraiment de favoriser quand même la création de nouveaux clubs, et pas uniquement des dojo annexes. C'est pour ça. Voilà. Mais là, on n'est pas sur un dojo annexe, c'est l'ouverture. Donc, pour moi, c'est une création de club. C'est un club intentionnel, si vous comprenez. Ah oui, oui. Donc, effectivement, il y a besoin. Donc, il faut que ça réponde au territoire. Donc, voilà. On va pas s'enfermer
Mais ça sera décidé en conférence de présidents et validé en CR. Est-ce que, en complément des CRO et c'est les questions? Oui, Ouais, juste, ouais, vas-y, oui, vas-y. en complément sur la deuxième action, la structure mobile de promotion. Donc, le projet, c'est 4 structures mobiles données, gérées au niveau de 4 zones, avec bien sûr des actions possibles par les OTD, les comités, les clubs. Alors, ça peut être sur de l'action festive, ça peut être sur des foires, ça peut être aussi sur des centres de loisirs, des centres de vacances. Tout est possible et imaginable, hein, mais pour que cet outil vive et puisse ramener, on va dire, des adhérents dans nos clubs. Oui, et en complément également, donc tous ces investissements seront faits en 2022 puisqu'ils répondent à des appels à projets et des financements 2022. Vous aurez évidemment, il y aura un cahier des charges qui sera établi, des conditions de prêt, hein, puisque c'est du matériel, donc le matériel ça s'use et il faudra y faire attention. Et concernant l'aide à la création de clubs, le budget initial avait été monté sur une aide en 2022 de 6 à 8 clubs en fonction des coûts du matériel, puisque entre les devis qui ont été faits il y a 6 mois et maintenant, il y a également pas mal d'inflation sur tous ces aspects-là. Donc, on va essayer de mettre ça en place pour avoir le plus d'aide possible au plus de structures possibles. Est-ce qu'il y a des questions sur ces aspects, sur ces 2 projets qui sont mis en place par le territoire? Pas de questions. On va passer à la dernière diapo avant d'éventuellement avoir un moment de questions-réponses. Juste pour vous informer qu'il y a un nouveau partenariat qui va être signé fin septembre. Ce partenariat vous sera décliné et bien précisé lors du stage de rentrée. Franck, si tu veux dire 2 mots. On ne t'entend pas, Franck, parce que le son est désactivé. C'est bon. Oui, merci Arnaud. Je remercie les équipes de la Ligue hein, qui ont été très actives hein, pour pouvoir trouver de nouveaux partenaires. Vous savez, on en a besoin, des partenaires institutionnels, mais il faut également des partenaires privés. Donc, effectivement, il y a actuellement donc, une négociation avec le groupe Ford, le groupe Green, pardon, qui appartient à la marque Ford. Donc, pour pouvoir justement travailler ensemble avec des offres, donc à destination des licenciés, je crois que ça a été dit, des mises à disposition, ça peut être des locaux ou des aides financières. Donc, on est encore sur la construction. On devrait signer on signera le 29 septembre. Voilà, il nous reste encore quelques éléments à affiner avant la signature, mais on s'est mis une deadline pour qu'on puisse signer correctement. Et on vous donnera évidemment toutes les informations sur ce qui sera offert au complet des hauts licenciés. Merci Franck. Donc là, on a fini le diaporama. S'il y a des aspects sur lesquels les participants veulent revenir, s'il y a des questions, peut-être qu'on peut passer à un moment on est un petit peu en avance sur l'horaire, on peut peut-être passer à un moment de questions libres, enfin, tant que ça parle toujours de judo et qu'on reste assez concis. Vous pouvez passer soit sur... je vais essayer de repasser la vidéo du président tout à l'heure dont le son n'a pas marché. Je vais voir si ça marche cette fois. Alors, j'ai essayé de repartager, pardon. Alors. N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que interrompez-moi hein, si le son ne marche pas. Hein. Non, a priori, ça ne marche toujours pas. Et là, je suis désolé, mais j'ai pas de solution. Il y en a un qui a parlé de mettre des vidéos dans le site. Personne n'y a répondu.
Voilà, je suis désolé sur la vidéo, j'arrive pas du tout à mettre le son. Je vais vous mettre le lien dans la conversation qui vous permettra d'aller la visionner si vous ne l'avez pas déjà lu. Ok, ou Mickaël va essayer de la diffuser. Voilà. Je départage. Et ensuite, je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent, on pourra essayer d'y répondre. Il y a une question concernant Nova. Alors, en attendant, sur l'intégration des vidéos dans les sites des clubs, normalement, c'est possible. On peut intégrer des vidéos, mais... Ah, pardon. Je n'ai pas envoyé le bon lien, évidemment. Excuse-moi, Mickaël, je t'envoie le bon lien. Oui, en complément par rapport au site des clubs, là, par rapport aux vidéos, ce qui est voilà, l'hébergement reste gratuit. Donc, en effet, il est ouvert fortement sur les photos. Ensuite, sur les vidéos, voilà, ça sera aussi un souci de capacité de stockage, puisque les sites de clubs, c'est une proposition à tous les clubs. Et vous avez bien compris que si tout le monde met une quantité de vidéos énorme, l'hébergement deviendrait lourd. Donc, c'est possible qu'il y ait un élément de limitation. Pas possible, c'est limité à 8 mégas. Olivier a une question. Olivier, tu peux préciser ta question peut-être? Ouais, bonjour tout le monde, vous m'entendez là? Oui. Ouais. Alors, j'avais une question concernant Canva. J'ai cru comprendre qu'en fait, il y avait une espèce d'association entre la Fédé et Canva, et qu'on quoi, en tant qu'association non lucratif, on pouvait en avoir un accès professionnel gratuit. Donc, suite à ça, je leur ai envoyé le contrat club, enfin, l'affiliation du club auprès de la Fédé. Je pensais que ça ferait affaire. Et j'ai reçu un mail. La réponse à la candidature de notre utilisateur. Attendez. Oui, nous sommes désolés d'apprendre que votre demande initiale a été refusée, car vous ne répondez pas à nos critères d'éligibilité. La réponse à la candidature de notre utilisateur peut changer en fonction du nombre de candidatures que nous avons reçues. Donc, en fait, voilà, je voulais savoir ce qu'il en était, si d'autres personnes avaient eu le même problème. Et voilà, savoir ce qu'il en était. Est-ce qu'il limite le nombre d'associations? Voilà. Je ne sais pas si vous avez des réponses par rapport à ça. Alors, je n'ai pas de réponse directe. Je sais que Canva, c'est un outil voilà, qui a été développé, qui a notamment été diffusé aux chargés de communication dans les territoires pour aider les territoires à créer des supports assez facilement. Ce que je propose, c'est que je vais vous mettre dans la conversation l'adresse de Manon, qui va permettre de vous aider à répondre et qui interrogera la fédération spécifiquement pour vous aider à trouver la solution et débloquer, on va dire, cet aspect. Si ça vous va, je vous mets l'adresse mail. Voilà. J'ai eu le même problème, mais c'est réglé, moi. Alors, qui a parlé? C'est Lilian, c'est ça? Ouais, c'est moi. Moi, au début, quand on a eu les formations en visio avec la Fédé là, sur Canva, là, donc j'ai fait les démarches et pareil, pour avoir l'accès premium, en fait, ça s'appelle de Canva en tant qu'association. Ils m'ont demandé des documents, j'ai tout envoyé et pareil, j'ai reçu au départ une réponse négative. Donc, je n'ai pas lâché l'affaire. Alors, je ne sais plus le nom de celui qui nous faisait les visios là, à la Fédé. Alan. Alan, exact. Et c'est Alan, en fait, qui a contacté Canva et qui a dit, mais si, il y a le club Cahors, machin, qui demande, c'est bien une association de loi 1901, il répond aux critères et tout ça. Donc, on a réussi, mais c'est vrai que ça a été galère. Ça a été plusieurs envois. Il a fallu envoyer les statuts plusieurs fois, ça ne correspondait pas. Enfin, il y a eu vraiment une galère, mais maintenant, c'est réglé, on a l'accès premium et c'est vraiment bien pour faire des visuels pour la pub. Des vidéos, des photos avec le logo du club, avec les photos de la Fédé, c'est vraiment top. C'est un outil super top. Mais ouais, pour avoir l'accès premium, c'était pas évident. Ouais. Mais il faut pas lâcher l'affaire. Il faut peut-être contacter Alan, peut-être qu'il pourra t'aider. Merci. Juste un complément par rapport à ça. Sachez qu'avec l'accès classique, c'est-à-dire l'accès gratuit,
il est possible de faire déjà bon nombre de mises en page et de modifications sur les outils fédéraux qui sont déjà proposés. Ouais, mais l'outil premium est vraiment intéressant parce que Certes, c'est toujours plus performant, mais le minimum est assuré même sans la version payante si vous ne voulez pas galérer avec ça. Ok, on a une question de Marcel Bonnert. Qu'en est-il du renouvellement des CFEB? Si Marc, tu peux apporter une réponse. Et la procédure pour renouveler le CFEB n'a pas changé. Je vous rappelle que si les gens avaient un CFEB qui sont restés plusieurs saisons sans rien renouveler et sans se réinscrire, leur certification est caduque. Donc, on tient à disposition de la Ligue la liste des gens qui ont toujours leur CFEB validé. Pour valider, vous allez sur le site de la Ligue, vous faites l'inscription au renouvellement du CFEB. Et les volumes de formation nécessaires chaque saison pour pouvoir être en schéma de renouvellement sont restés les mêmes, à savoir pour un CFEB, c'est 20 heures de perfectionnement suivi. Le SNR est pris en compte dans ces volumes-là. Les perfectionnements au sein des comités départementaux sont également pris en compte. Tout ce qui est pris en compte, c'est tout ce qui est suivi par le biais de l'extranet. Donc, merci aux collègues CT qui, au sein des départements, font ce suivi. Et nous, on a le suivi des actions régionales. Et à partir de là, via la licence, c'est facile pour nous de vérifier le volume de perfectionnement suivi et de valider les gens. En ce qui concerne le renouvellement des diplômes, tout sera envoyé à partir d'octobre, une fois qu'on aura laissé passer les SNR, parce que ça laisse le temps aussi aux gens de reprendre la licence. Et une fois que les gens ont repris la licence et qui sont dans les clous, on renverra les diplômes qui ont été modifiés par la fédération et qui ont changé. Donc, ce sera une nouvelle forme de diplôme. Je vous montre l'accès à activités, formation. Vous avez les formulaires de candidature et ici, vous avez tous les formulaires de candidature et notamment la fiche de renouvellement 2023 dont vient de vous parler Marc, avec ça va apparaître, les diplômes et les renouvellements notamment du CFEB. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres compléments d'information à apporter? Je ne sais pas si Alexandra, tu veux ajouter quelque chose? Juste avant, je peux vous passer la vidéo si vous souhaitez. Ah, vas-y, vas-y. Bonjour à tous, chers amis judokas. J'espère que vous avez passé de belles vacances, un bel été. Tout d'abord, un immense bravo à notre équipe de France cadet et à tout le staff. Après les résultats déjà exceptionnels des juniors au championnat du monde, nos cadets ont marqué l'histoire du judo français avec ce premier titre mondial. Un immense bravo donc à toute notre filière haute performance et à son directeur, Larbi Ben Boudaoud, mais aussi à ses équipes, à nos athlètes, à nos professeurs, au club, au pôle. Notre prochain rendez-vous pour les championnats par équipe, ce sera en France, à Mulhouse, le 12 novembre, avec les Dirainers. Donc venez nombreux. Et plus largement, bon courage à toutes nos équipes de France, notamment à nos paras qui sont actuellement à Cagliari. Ensuite, ce sera au tour de nos vétérans et de nos seniors avec les mondiaux. Sur le plan sportif, toujours 2022 sera aussi le lancement de la Judo Pro League. La Judo Pro League, c'est un projet sur lequel nos équipes travaillent depuis le début de l'année pour avoir un championnat professionnel pour les clubs, pour les athlètes et tous les passionnés de judo sur tout le territoire. Plus largement, ce projet s'inscrit dans notre plan de modernisation de la fédération comme pour le plan 1000 dojo. Nous vous transmettrons un état des lieux complet après la période de rentrée si importante pour nous tous, pour la fédération et les clubs. Je vous dirai où nous en sommes sur les 1000 dojos, la Dojo Academy, l'itinéraire des champions et bien sûr le futur voyage de Kodomo qui va se déplacer bientôt partout en France. Concernant la rentrée, d'abord, bravo à tous, les clubs, les professeurs, les bénévoles. Après 2 années terribles avec le Covid où nous sommes tombés à 370 000 licenciés, nous nous sommes relevés pour terminer la saison à 470 000 licences en juin 2022.
Notre nouvelle ambition pour 2022-2023, pour la saison, sera de 500 000 licenciés. De notre côté, nous poursuivons notre campagne à vos côtés avec tous les services de la fédération. J'espère notamment que vous avez apprécié le clip Une vie de judoka avec notre super ambassadeur, le chef étoilé Thierry Marx. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée. Vive le judo! Merci pour le partage, Michael. Si tu peux, voilà. Et j'ai vu qu'Alexandra avait branché les caméras, donc je pense que tu veux prendre la parole. Alors, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais juste pour rebondir là justement sur la petite vidéo qu'on vient de voir, hein, effectivement, j'étais présente sur les championnats d'Europe à Cagliari en parajudo. On a quand même voilà, un ancien de la Ligue avec Helios, hein, équipe de France qui a très bien marché sur le para. Qui était la première nation au nombre de médailles, troisième au niveau mondial par rapport au nombre de médailles d'or, donc très encourageant pour les Jeux. Et également là du coup par rapport à l'équipe de France de kata avec la Ligue qui était aussi bien représentée par deux couples hein, qui ont fait de très belles prestations. Donc voilà, j'en profitais pour rebondir là-dessus. Je pense que vous avez dû certainement les féliciter au début quand j'ai eu voilà, des problèmes de connexion, mais c'est vrai que la Ligue Occitanie du coup est vraiment présente sur tous les secteurs et jusqu'au plus haut niveau, donc c'est quand même à relever parce qu'on les retrouve vraiment sur tous les secteurs. Voilà, moi je ne sais pas après s'il y a d'autres questions peut-être aussi par rapport au clip de Thierry Marx. Bon, je pense que tout le monde en a pris connaissance. On a eu pas mal de retours. N'hésitez pas à faire remonter les besoins en termes de communication hein, sur les saisons suivantes. S'il y a des besoins, on est aussi à l'écoute. Hein. Le clip, c'est quelque chose qui nous avait été suggéré, donc on y a travaillé. Donc n'hésitez pas à faire remonter tous vos besoins de communication. Merci Alexandra. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser à Alexandra? Soit sur le fil ou en levant la main. Pas de questions. Bon, en attendant, il y a une question de Baby qui demande la date limite pour l'inscription assistant club, Marc. Oui, donc pareil sur le site, hein, sur la fiche que vous avez vue tout à l'heure, enfin, pas celle du renouvellement, mais celle d'inscription. Hein. Les inscriptions sont souhaitées jusqu'au 19 septembre, sachant qu'après la dynamique d'assistant club, vous savez, est différente désormais, puisque c'est à l'initiative du club. Donc, vis-à-vis des assistants club, si vous êtes un petit peu à la bourre par rapport à ces inscriptions, on ne verrouillera pas l'affaire et on acceptera de les prendre. Hein. Je vous rappelle que l'assistant club, la formation se fait au sein du club, que les attendus techniques sont les attendus techniques de l'UV1 et de l'UV2 de la ceinture noire, d'accord, et qu'en parallèle à ça, il y a un petit compte-rendu du professeur tuteur qui suit la formation avec un petit cycle de 6 séances pédagogiques suivies par l'assistant club et son implication au sein du club. Et à partir de cadet ceinture marron, et à partir de là, on peut valider l'assistant club sans aucun souci, que comme cette formation est donnée par le club, cette formation de base est gratuite. Voilà, on est amené à payer au niveau de l'assistant club qu'à partir du moment où on rentre dans un système de renouvellement de la qualification, puisque à partir de là, on demande une implication sur les perfectionnements dont on a parlé tout à l'heure, perfectionnement ligue ou perfectionnement au sein des départements. Voilà. La date pour l'animateur suppléant est la même, hein, 19 septembre. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si Louis et Marc voulaient rajouter un point avant qu'on passe la parole à nos élus qui donneront, je pense, le mot de la fin. Non, simplement, on vous attend nombreux concrètement pour pouvoir se voir en direct et à Narbonne et à Toulouse le 9 et le 10 octobre. Hein. Si 8 et 9. 8 et 9. 8 et 9, pardon. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'oubliez pas de vous inscrire par l'extranet, hein, parce que vous savez que c'est le point de passage et ça nous permet d'élaborer aussi les émargements à l'avance. Hein. Et on répondra bien sûr à vos questions, peut-être plus en détail et de façon plus sympathique peut-être que là où il y a beaucoup d'informations descendantes. On est conscient que c'est un peu lourd. On vous a donné toutes les informations
nécessaire et importante à ce début de saison. Place à nos élus. Oui. Ah, oui. Oui, et donc, pour conclure, c'est bien, on est largement dans les délais. Moi, je voudrais vous remercier pour votre présence. Merci Alexandra pour représenter le siège fédéral. Hein. Merci pour ta présence. Effectivement, ce temps-là nécessaire permet on voit sur le tableau de faire du judo, hein, sur les SMR du 8 et 9. Donc, c'est du temps gagné sur le plan de pratique. Bonne rentrée dans vos clubs, bon forum d'association que vous allez avoir en ce moment. Et je vous dis donc à très très vite dans les dojos de l'Occitanie. Merci à tous. Bon appétit. Merci. Oui, oui, oui.